Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, sur toute l'étendue du territoire national, plus d'associations d'élèves et étudiants à caractère syndical. Une dissolution annoncée en Conseil des ministres ce mercredi. Les 26 meneurs de la grève dans le secteur éducation, formation, santé sont aussi suspendus. Les détails de cette rencontre présidée par le chef de l'État dans quelques instants. Sa mise en œuvre va coûter 441 milliards de francs CFA par an à l'État de Côte d'Ivoire. Les revendications dans le secteur éducation-formation ont été évaluées au cours d'un atelier à Grand Bassam. La ministre de l'Éducation, Mariatou Kone, a remis le document à la ministre d'État, ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto. Le gouvernement japonais et le programme des Nations Unies pour le développement s'engagent dans la prévention des conflits liés aux élections. Ils offrent 2,5 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, un montant qui va aussi permettre d'impulser la promotion de la participation des femmes et des personnes vulnérables en politique. Un accord signé avec la Côte d'Ivoire. Le nord du Nigeria est confronté à une gigantesque coupure de courant. Des millions de personnes sont concernées dans 17 des 36 États du pays. Il n'y a plus d'électricité sur le réseau national depuis maintenant 2 semaines. Le chef de l'État a présidé ce mercredi un Conseil des ministres au nombre des mesures prises. Le Conseil annonce la dissolution des associations d'élèves et étudiants à caractère syndical. Les 26 meneurs de la grève dans le secteur éducation, formation, santé sont aussi suspendus. Le point complet de la rencontre avec Alexis Ouedraogo. Ce mercredi, au palais présidentiel, le chef de l'État Alassane Ouattara retrouve l'équipe gouvernementale pour plancher sur la vie de la nation. 20 points à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres qui annonce la dissolution des associations d'élèves et d'étudiants à caractère syndical sur toute l'étendue du territoire. L'opération diligentée récemment par les autorités universitaires en vue d'assainir les résidences et les cités universitaires a permis de découvrir en ces lieux de nombreuses armes blanches utilisées pour commettre des crimes et semer le désordre sur les campus universitaires et même au-delà de la sphère universitaire. En vue de préserver l'ordre et la sécurité publique et de garantir durablement le calme et la cohésion sociale dans les espaces scolaires et universitaires, ce décret dissout toutes les associations d'élèves et étudiants à caractère syndical créées et exerçant dans le monde scolaire et universitaire en application de l'article 22 de l'ordonnance 2024-368 du 12 juin 2024 relative à l'organisation de la société civile. Dans le secteur de l'éducation, la suspension jusqu'à nouvel ordre des meneurs de la récente grève. Les meneurs principaux, au nombre de 26, ont vu leur salaire suspendu dès ce mois d'octobre et les autres participants ont subi une retenue sur salaire équivalente aux 3 jours de grève. Sans préjudice des poursuites pénales, dont sera saisi le procureur de la République pour les auteurs d'actes de violence et de destruction de biens publics ou privés, la procédure disciplinaire sera déclenchée contre les meneurs de cette grève illégale dès la semaine prochaine. Au niveau de la fonction publique, le bilan de l'opération de contrôle électronique de présence au titre de l'année 2023 épingle 1877 agents absents ou non contrôlés qui font l'objet de mesures immédiates. Notamment la suspension de soldes qui leur ont été notifiés par voie de communiqué. Les fonctionnaires et agents de l'État concernés peuvent encore saisir le Conseil de discipline pour l'analyse et le rétablissement éventuel de leur situation. Pour faire face aux défis de la cybersécurité, l'ANSSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes de l'information, voit le jour. Ce nouvel organisme concentre toutes les attributions anciennes dévolues aux organes de lutte contre la cybercriminalité. Le pays renforce son engagement pour le climat avec la finance verte. Cette plateforme est chargée de la coordination des financements verts et durables. Elle intègre spécifiquement
le développement d'une architecture nationale de l'information financière verte, la mise en place d'une taxonomie de transition et d'une tarification carbone appropriée ainsi que le développement d'un cadre de suivi des financements verts à travers l'outil de mesure de notification et de vérification pour la finance verte. Illustration parfaite, l'approbation de Kong Solaire, une centrale solaire de 50 MW dans la région du Tchologo, précisément à Kong. Elle prévoit une production annuelle de 92 304,36 MWh avec un ratio de performance de 84,44% et un taux de disponibilité de la centrale solaire à 99% pour un coût de 37,45 milliards de francs CFA. Le Conseil salue les progrès du PSGouv à fin septembre 2024 dans les domaines de la santé, notamment pour le couple mère-enfant, l'insertion des jeunes dans différents programmes, dont le service civique, et les travaux avancés des centres de formation avec de bonnes perspectives pour le PGDEC 3. Le porte-parole du gouvernement s'est par ailleurs prononcé sur le rapport Gafi porté sur la Côte d'Ivoire qui inscrit le pays sur sa liste grise. L'occasion pour lui d'inviter les politiques à privilégier en tout temps l'intérêt supérieur de la nation. La Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès. La Côte d'Ivoire a adhéré à ce processus et la Côte d'Ivoire entend remplir tout ce qui lui est demandé, toutes les conditionnalités. Je voudrais rappeler qu'il y avait 82 indicateurs. C'est 14 que nous n'avons pas encore atteints et on nous donne 2 ans pour les atteindre. Dans le cadre de la COP29, le vice-président de la République sera en Azerbaïdjan du 10 au 15 novembre prochain. Le Conseil des ministres à venir est annoncé pour le 20 novembre. Et nous recevons un invité sur ce plateau, M. Ambroise Mousso-Ncho, qui est directeur des relations avec les institutions de la République. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Kolo. Demain, jeudi et vendredi, rendez-vous à l'Hôtel d'Ivoire pour la 3e édition des Journées portes ouvertes des institutions de la République. Dites-nous d'abord pourquoi on va décider d'initier cette rencontre. Alors, merci, monsieur Kolo. Depuis la nomination du haut représentant du président de la République, M. Gilbert Kouné Fana, déjà en tant que ministre chargé des relations des institutions, il a initié des activités rendant visibles les institutions de la République. Parce que le chef de l'État a confié cette mission aux représentants, celle de rendre visible, faire la promotion des institutions de la République. Et donc, ces journées participent donc à la vulgarisation des institutions de la République. Pour le haut représentant, il est nécessaire que les populations sachent les institutions qui fonctionnent dans l'État. Parce que l'État, c'est une personne morale. L'État ne peut pas agir lui-même. Il faut des organes pour exprimer la volonté, pour agir au nom de l'État. Et c'est dans ce sens-là que le président de la République a voulu que le haut représentant fasse la promotion des institutions de la République, pour amener les Ivoiriens à connaître leurs institutions. Surtout qu'il y en a qui s'intéressent sur l'intérêt, l'importance de telle ou telle autre institution de la République. Tout à fait. C'est une opportunité. Vous pensez qu'ils peuvent venir demain et vendredi avoir des réponses à ces questions qu'ils se posent? En tout cas, ces journées sont le cadre par lequel les Ivoiriens peuvent s'informer davantage sur les institutions. Et déjà, la première édition en 2019, l'engouement était tel que le président de la République a souhaité que chaque 2 ans, les journées se déroulent. Et en 2022, on a organisé la 2e édition. La 3e édition qui se tient cette année, nous comptons sur la mobilisation des Ivoiriens pour venir connaître davantage leurs institutions. Et dans cette perspective, le thème justement, les institutions de la République au cœur du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire, certainement des communications pour expliquer comment ces institutions participent au développement du pays. Tout à fait. Après après l'ouverture, dans l'après-midi, 4 panels seront animés par des spécialistes qui vont développer des thèmes qui sont en rapport avec l'apport des institutions au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire.
Donc il est intéressant que les Ivoiriens viennent assister à ces panels, poser des questions et en savoir davantage. Mais justement, pour en savoir, nous aussi, sur ce plateau, comment, justement, on pourrait se demander, ces institutions de la République travaillent au développement socio-économique? Vous savez, chaque institution a un domaine d'action. Et toutes ces actions développées par ces institutions participent au développement de l'État. Chacun à son niveau. Nous prenons déjà le Parlement qui vote les lois. Vous savez que le président de la République, la Constitution lui a donné le pouvoir de définir et de conduire la politique de la nation. Mais le programme gouvernemental tel que défini, il faut que ça soit traduit en loi. Et donc les parlementaires ont voté les lois. Et c'est sur cette base-là que le président de la République va mettre en action les actes de nature à porter l'action de développement. Alors, je prends le cas de la CEI. Pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait un climat. Actuellement en pleine révision de la liste électorale. Il faut un climat apaisé. Et lorsqu'il n'y a pas de conflit dans un État, toutes les populations s'engagent dans l'action de développement. Nous prenons le médiateur qui est là pour régler les conflits en dehors de la juridiction. Et lorsque les communautés sont apaisées, il n'y a pas de problème entre les communautés, mais les communautés sont engagées dans l'action de développement. Il y a aussi le haut représentant de la République. D'ailleurs, l'organisateur de cet événement. Ces journées sont à l'initiative de monsieur le représentant du président de la République, qui, en partenariat avec les autres présidents d'institutions, ont défini donc, ces activités-là pour permettre aux Ivoiriens de connaître. Alors, monsieur le représentant, c'est la mission, c'est l'organe créé par le président de la République. Vous savez, le président de la République est le chef de l'État. En tant que tel, il a plusieurs missions à mener au nom de l'État. Il ne peut pas être partout à la fois. Et donc, il lui faut des personnes qui le jugent dignes de confiance, qui puissent le représenter pour des missions soit en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur. Je crois que son existence est d'une importance capitale. Alors, il y en a 17 institutions à partir de demain, jeudi et vendredi à l'Ivoire pour la troisième édition des journées portes ouvertes des institutions de la République. Et vous étiez là avec nous ce soir pour en parler, M. Ambroise Mousso, directeur des relations avec les institutions de la République. Donc à partir de demain, ouverture des portes de ce rendez-vous, vous l'avez dit tout à l'heure, qui de plus en plus gagne en engouement. Merci d'avoir été l'invité ce soir dans ce journal. Merci, M. Kolo. Merci. Et l'actualité donc, qui se poursuit avec le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahim Ouattara, qui a reçu ce mercredi une visite de travail et d'amitié de la ministre de la Défense nationale du Libéria. Le général de brigade Géraldine Janet George est venu partager sa vision d'une approche de coopération dans la lutte antiterroriste. Walter Abadou Ouattara. Le ministre d'État, ministre de la Défense, reçoit la ministre de la Défense nationale du Libéria. Dans les échanges professionnels, le général de brigade, Géraldine Janet George, met l'accent sur le renforcement de la détermination commune dans la lutte antiterroriste en Afrique. Cette séance de travail se tient en marge de la rentrée académique 2024-2025 de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme AIL-CT. Et sur le terrain, un exercice de lutte antiterroriste mené par les forces armées de Côte d'Ivoire se déroulera dans les régions des Lacs et de la Maraoué du jeudi 24 octobre au dimanche 3 novembre 2024. L'exercice vise à éprouver les capacités de lutte antiterroriste des forces armées de Côte d'Ivoire. Cet exercice qui engagera des moyens terrestres, maritimes et aérien verra des déplacements de troupes de jour comme de nuit et des survols d'aéronefs susceptibles d'occasionner des nuisances sonores. L'état-major général des armées présente ses excuses aux populations ivoiriennes pour les éventuels désagréments tout en s'engageant à en réduire l'impact. En ce communiqué signé le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Prévenir justement les crises, surtout à l'approche des élections. Le Japon et le PNUD s'engagent aux côtés de la Côte d'Ivoire. Ils offrent 2,5 milliards de francs CFA, un montant qui va aussi permettre d'encourager la promotion de la participation des femmes et des personnes vulnérables en politique. Un accord signé avec la Côte d'Ivoire. Jean-Luc Bambou. Cet accord
paraphé aussi bien par le PNUD, la Côte d'Ivoire et le Japon, vise à prévenir les conflits liés aux élections en mettant en place des mécanismes d'alerte précoce. Il s'agira de renforcer les capacités de la Commission électorale indépendante et de la Commission nationale des droits de l'homme dans la lutte contre la désinformation. Une étape clé dans l'engagement à renforcer la cohésion sociale, promouvoir la participation démocratique et à soutenir les communautés vulnérables en Côte d'Ivoire. En renforçant la cohésion sociale, en favorisant une gouvernance démocratique, ce projet vise à promouvoir un dialogue constructif et une participation active de tous les citoyens, en particulier des femmes et des jeunes. Cet accord, qui porte sur un don de 2,5 milliards de francs CFA, s'inscrit dans la droite ligne des initiatives déployées par les autorités ivoiriennes pour renforcer les processus démocratiques. Alors que la Côte d'Ivoire se prépare à organiser l'élection présidentielle au mois d'octobre 2025, ce projet favorisera l'instauration d'un climat propice au progrès et au développement, en garantissant la stabilité et la paix sociale qui sont si chères à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République. Un pilier fondamental du contrat social entre les citoyens et leurs dirigeants que ce projet viendra donc renforcer. Le dialogue qui se renforce donc pour prévenir les crises et un dialogue en cours après les dernières perturbations dans les écoles. La ministre Mariatou Koné remet un rapport à la ministre d'État, ministre de la fonction publique, un document qui contient les revendications des enseignants, les syndicats du secteur éducation-formation et le ministère de l'Éducation nationale étaient en travaux à Grand-Bassam. La mise en œuvre de cette décision va coûter 441 milliards de francs CFA par an à l'État de Côte d'Ivoire. Grâce Kando. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, reçoit des mains de Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le document contenant le rapport des revendications des syndicats du secteur éducation-formation. 82 préoccupations formulées qui, à l'issue des travaux de Grand-Bassam, ont été regroupées en 7 revendications. Nous avons travaillé sur l'ensemble de nos revendications prioritaires. En point de mire, notre revendication relative au paiement de la prime d'incitation aux enseignants de Côte d'Ivoire. Nous appelons nos camarades à l'apaisement, au calme, et nous leur demandons de nous faire entièrement confiance. Ce rapport dénommé Fonds documentaire va coûter environ 441 milliards de francs CFA par an à l'État de Côte d'Ivoire, selon la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Chacune des revendications a été passée en revue. Elle a été argumentée, des mécanismes ont été proposés, tout est consigné dans le rapport. Désormais, nous avons un fonds documentaire. Nous l'avons obtenu à la suite du dialogue participatif inclusif dans la bonne ambiance à Grand-Bassam. Ce fonds documentaire sera soumis au comité consultatif de la fonction publique, présidé par la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, lors de sa prochaine réunion ordinaire prévue le 28 novembre prochain. Je vous invite à rester à notre écoute. Pour ma part, la question de la prime, c'est un problème prioritaire dans la réflexion, dans la mesure où je vois que c'est votre ambition à tous. Cette question mérite réflexion, mérite une bonne prise en main pour aider au mieux le gouvernement dans sa prise de décision. La ministre d'État Anne-Désirée Ouloto indique qu'un chronogramme de travail sera élaboré en vue d'informer les partenaires sociaux de l'évolution des recommandations. Le secteur de la santé est en pleine réforme. La CMU est en marche et les adhésions se poursuivent. En marge des assemblées annuelles FMI, Banque mondiale à Washington, la Côte d'Ivoire fait le point du processus avec la Banque mondiale, le partenaire technique et financier. Les ministres de la Santé et de la Protection sociale ont participé à un panel de haut niveau. Ils ont partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de prise en charge sanitaire. Serge Collier.
La Banque mondiale accompagne la Côte d'Ivoire dans sa politique de mise en œuvre de la CMU, la couverture maladie universelle. À l'occasion des assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale, les ministres de la Santé, de l'Hygiène publique et de la CMU, Pierre Demba et Maître Adama Kamara, de l'Emploi et de la Protection sociale, ont partagé l'expérience ivoirienne en matière de prise en charge sanitaire. Nous assistons à un bon qualitatif grâce à l'appui des partenaires, dont la Banque mondiale. Nous sommes heureux d'être ici pour discuter avec le staff, le sommet donc de la Banque mondiale, des défis restants pour atteindre ces objectifs. La Côte d'Ivoire a atteint le cap des 15 millions d'enrôlés au niveau de la CMU. La phase de généralisation se poursuit. La finalité de la couverture maladie universelle, c'est de soigner à moindre coût nos populations et d'accéder à des médicaments de qualité également à moindre coût. Et nous avons fait le plaidoyer auprès de la Banque mondiale. Nous partons confiants de ce que notre système de santé, tel que conçu par le président de la République, qui met l'homme au cœur de sa politique sociale, ne pourra que davantage se renforcer. Les ministres ivoiriens ont eu plusieurs rencontres avec les partenaires techniques et financiers et ils se disent satisfaits des progrès réalisés et de l'appui apporté par les partenaires au développement. De Washington, allons à Paris. Le Salon du chocolat démarre, porte de Versailles. Soirée inaugurale ce mercredi en présence des artisans, des maîtres chocolatiers. Le fait marquant cette 29e édition, le premier défilé de la Côte d'Ivoire avec des artisans ivoiriens. Grande surprise à ce salon, un dromadaire en chocolat de 250 kilos. Les temps forts du lancement de ce salon depuis Paris avec nos envoyés spéciaux Delphine Bla, Zakaria Traoré. Paris fond en chocolat. 29 ans que les visiteurs déambulent dans les allées parfumées du Mondial du chocolat. 29e édition et c'est la première fois que la Côte d'Ivoire, premier pays producteur du cacao, défile devant des professionnels et une cinquantaine de maîtres chocolatiers. Sur le podium, Viviane Kwame, révélée par le conseil Café Cacao et le styliste modéliste Roger Bango. C'est une innovation, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Inauguration ce soir du Salon du chocolat et de la pâtisserie ici à Paris, en présence bien sûr de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Traçable et durable, c'est une bonne chose que le monde du chocolat et du cacao aille vers un engagement en termes de société, en termes d'environnement, donc bravo et merci à la Côte d'Ivoire de soutenir les salons, les opérations qui valorisent le chocolat. Vous faites le cacao, nous faisons le chocolat, c'est important que nous puissions travailler ensemble. Parce que c'est la première fois que la Côte d'Ivoire défile. Nous avons eu la première dame de Côte d'Ivoire comme marraine de ce salon du chocolat. Nous avons eu des producteurs de cacao qui ont été primés ici. Nous avons été nommés ambassadeurs du Salon du chocolat, mais c'est la première fois que nous défilons. Donc aujourd'hui, c'est un événement spécial pour la Côte d'Ivoire. Voyage au cœur du temps chocolaté, mise en scène, démonstration, suivi également de l'incroyable défilé de robes en chocolat. Ce sont des pièces uniques. Une surprise de taille également, un dromadaire en chocolat de 200 kg et la coupure du ruban. C'est parti donc pour le Salon du chocolat. L'Arabie Saoudite invitée d'honneur. Le programme s'annonce donc alléchant à Paris, porte de Versailles, avec le stand de la Côte d'Ivoire, situé en plein centre des pays producteurs de cacao. Spectacle exclusif à l'ouverture de cette 29e édition, une soirée gourmande et solidaire pour la prise en charge des enfants cardiaques. Lucrèce a bénéficié donc de soins. Elle défile aujourd'hui avec un cœur qui va bien. Et revenons sur le continent. Les femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire sont en Guinée. À Conakry, elles ont partagé leur expérience avec la trentaine de délégations de femmes venues d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Un rassemblement dans le cadre du Forum international des femmes entrepreneurs et dynamiques. Elles appellent les États africains à renforcer leur soutien. Les précisions de nos envoyés spéciaux à Conakry, Dangui Dangui et Fernand Kona. 13e édition du Forum des femmes entreprenantes dynamiques en Guinée. Patricia est au nombre des femmes ivoiriennes venues partager leurs expériences dans le cadre d'un panel. Ce que nous voulons, c'est que les femmes guinéennes, maraîuses guinéennes, les femmes maraîuses sénégalaises, les femmes maraîuses marocaines se joignent à nous
pour que vraiment nous arrivons, toutes les femmes, pour que nous arrivons vraiment à satisfaire nos besoins dans le secteur poisson et de la viande congelée. J'ai appris que les femmes sont décidées à aller de l'avant. La preuve, depuis hier, elles étaient là en grand nombre. Aujourd'hui, elles sont venues en grand nombre. Elles ont soif d'apprendre, elles ont soif d'avancer, elles ont soif de créer de la richesse pour contribuer au développement de leur pays. Après avoir mobilisé plus d'une trentaine de délégations de femmes venues d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, le FIED plaide pour plus d'accompagnement des États pour être un levier de l'autonomisation de la femme africaine. Mon combat, je demande juste au gouvernement africain de soutenir réellement l'esprit de l'entrepreneuriat de la femme. Parce que les femmes souffrent. Il faut que les femmes comprennent que même dans le secteur privé, on doit s'entendre pour aider les politiques à avancer pour que nous ayons une vraie Afrique. Panel, échanges B2B et expositions sont là les grandes articulations de ce forum international. Dans l'actualité politique nationale, s'est tenu à Cocody un séminaire initié par la coordination régionale principale RHDP de la commune. C'est une rencontre pour préparer la présidentielle de 2025. Il s'agit également de mettre en place les stratégies innovantes pour faire enrôler au maximum les populations, notamment les jeunes. Astou Touré. La coordination régionale RHDP de Cocody se dote d'une boussole pour l'élection présidentielle de 2025. Il s'agit pour le coordonnateur régional principal Éric Tabat et ses collaborateurs de mettre en place une matrice d'action allant de octobre 2024 à novembre 2025 pour la victoire du parti des oufouettistes pour la démocratie et la paix. À tous nos militants, à tous nos sympathisants qui veulent être inscrits sur la liste électorale, de se rapprocher de leur délégation départementale dans leur zone. Tout en saluant les nombreuses actions de développement initiées par le président de la République, Alassane Ouattara, la coordination RHDP de Cocody dit avoir les arguments nécessaires pour convaincre sur le terrain. Quelle que soit la classe sociale dont on est issu, c'est important donc d'apporter sa petite contribution au parti. Et nous, on a décidé de faire ça. Mais j'ai dit aux mamans, dites à vos enfants d'aller se faire enrôler. On a fait passer le message, allez vous faire enrôler. Et ce qui est plus important, c'est qu'on soit toujours en symbiose avec les militants. Parce que de là va partir toutes les victoires futures. Plusieurs motions de soutien ont été lues en faveur de la coordination RHDP de Cocody à l'effet de soutenir la réalisation de ces actions pour garantir la victoire du RHDP en octobre 2025. En religion maintenant, ils sont en pèlerinage en Turquie. Plusieurs Ivoiriens des églises protestantes, tous envoyés par l'État, sillonnent les 7 églises de l'Apocalypse. Parmi eux, 49 pèlerins ont entamé leur voyage spirituel par la ville d'Éphèse, puis celle de Bergame. Ils ont pu découvrir et revivre les enseignements de Jésus-Christ à travers ses apôtres Jean et Paul. Envoyés spéciaux Léon Brou, Diamasso. Deuxième jour de Turquie 2024 pour ces 49 pèlerins de la Direction générale des cultes, Bergame, sur les vestiges de la basilique rouge. C'est à cette église, la 3e de l'Apocalypse, que l'apôtre Jean adresse sa lettre selon l'évangile de Jésus-Christ. La raison, l'influence de Satan sur cette basilique, dont les restes portent encore le symbole de cette domination, mais pour les pèlerins, cette reconnexion avec le Christ et l'apôtre Jean pour se fortifier davantage. Tous les chrétiens qui marchent d'après d'autres doctrines, ces chrétiens devaient revenir à la doctrine principale qui est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et s'ils s'attachaient à la doctrine de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur les récompensera. Quand, à côté de l'église de Bergame, on retrouve le trône de Satan, ça me fait réfléchir. Mais la victoire appartient toujours à Dieu, Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, les victorieux. Avant Bergame, visite à Éphèse, première étape, la maison de Marie ou l'église de Paul, la première basilique. Avec elle, le concile de l'an 431 ou l'agora d'Éphèse, la bibliothèque de Celsius ou la rue des Marbres. Question pour les pèlerins de se souvenir de la conspiration des Éphésiens contre Paul, mais également de la force l'évangélisation de cet apôtre de Jésus-Christ. Nous pouvons aller encore plus loin avec le Seigneur Jésus. Nous pouvons évangéliser des villages avec le nom de Jésus et des personnes vont se donner réellement au Seigneur Jésus. Il n'y a point de limite. Sur les vestiges de la 2e basilique, l'église dédiée à Jean, encore visible, le tombeau de l'apôtre et son baptistère.
Ici, méditation, exhortation et prière des pèlerins pour le chef de l'État et son gouvernement, les populations et surtout la paix en Côte d'Ivoire, maintenant, pendant et après les prochaines échéances électorales. Dans le reste de l'actualité, pour terminer, le nord du Nigeria est confronté à une gigantesque coupure de courant. Des millions de personnes sont concernées. Dans 17 des 36 États du pays, il n'y a plus d'électricité sur les réseaux nationaux depuis maintenant 2 semaines. Des actes de vandalisme commis par un groupe armé sont à l'origine. Selon les autorités, un groupe djihadiste a endommagé une ligne à haute tension. Toute l'économie est perturbée, l'accès à l'eau potable aussi. Les gouverneurs des États concernés ont appelé le gouvernement fédéral à agir. Voilà qui met terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que les termites ne cherchent pas à construire sur du roc. Demain, 20h, retrouvez Marie Longora.